Merci Thomas. Un petit problème de technique, à croire que le 5e arrondissement de Paris était une zone blanche numérique. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire avec un peu de retard, on s'en excuse. Un webinaire de rentrée autour des actualités sociales et des enjeux RH dans les établissements. Alors c'est une tentative, un premier webinaire animé à 5 personnes, dont une à Tourcoing, et organisé autour de vos questions. Pour répondre à ces questions, nous avons convié Aurélie Delgove, qui est notre coordinatrice de politique formation pour le collège employeur, Alexandre Chrétien, qui est responsable juridique du pôle social de la FNOGEC et chargé du développement RH, et Dorothée Bernard, coordinatrice protection sociale complémentaire. Pour ce webinaire du collège employeur, nous avons demandé l'intervention de Bertrand Van Nedervelde, qui est président du SINADIC, qui est chef d'établissement à Tourcoing et négociateur à la CPPNI, de nous apporter son expérience et son vécu de terrain pour compléter nos réponses techniques. Donc, comme je vous l'ai dit, le webinaire est organisé autour de vos questions. Nous vous avions demandé, pardonnez-moi, de nous adresser un certain nombre de questions pour l'organiser. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Nous avons une trentaine ou une quarantaine de questions qui se regroupent autour de 5 ou 6 thématiques que nous allons développer devant vous. Merci à ceux qui voudront bien poser des questions en direct. Ça va être compliqué, pour tout vous dire, en 45 minutes de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, mais en tout cas, on se fait fort de répondre à celles-ci dans un document écrit qui vous sera adressé d'ici la fin de semaine ou en début de semaine prochaine, comme il est désormais de coutume dans ces webinaires. On va commencer peut-être sur un sujet qui était de pleine activité, de pleine actualité, qui était celui de la situation conventionnelle et de la suspension des travaux paritaires. On avait 3, 4, 5 questions autour de ces sujets-là. Nous avons des questions autour du temps partiel. Je cite, il était question de pouvoir à nouveau rédiger des avenants temporaires pour une augmentation du temps de travail et éviter ainsi de payer des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Nous avons une autre question autour des CQP suite à la communication du collège employeur du 26 septembre. C'est ce document-là, je ne sais pas si vous le voyez, donc des soucis autour de la validation, de la certification des compétences et beaucoup de questions autour de ces sujets, de CQP, de certification, etc. Je vais peut-être passer la parole à Bertrand Van Nedervelde pour qu'il fasse un point de la situation conventionnelle et puis ensuite on rentrera dans vos questions plus techniques. Et à toutes. Effectivement, la situation est pénible dans la mesure où l'interdiction par la décision d'annulation de la Cour administrative de Paris en avril, vous l'avez tous vu, que ce soit avec la prise de position et la déclaration d'employeur pour la NAO ou la déclaration du 26 septembre pour communiquer la situation difficile dans laquelle nous étions, nous bloque dans une reprise des négociations pour savoir exactement avec qui discuter. Pour répondre précisément donc à la question sur les rédactions des avenants temporaires, nous avions effectivement travaillé pour négocier un accord qui a été signé sur le temps partiel. Il a été signé en février. Malheureusement, il n'est pas applicable en l'état et il n'est pas étendu. Pour l'instant, donc la situation ne change pas. Nous ne pouvons pas mettre en place ces avenants temporaires. Ça, c'était la première question. Sur la deuxième question, que fait-on pour les CQP suite à la communication justement du 26 avril informant de la difficulté, puisque seule la commission paritaire peut décider de l'affectation, enfin de la reconnaissance officielle des titres qui auront eu lieu et des certifications, eh bien, il faut que ce soit un acte managérial par le chef d'établissement pleinement, en tenant compte
des engagements réciproques qui ont pu être pris lors de la préparation du départ en formation pour le salarié. Il n'y a pas de position uniforme, c'est vraiment des situations qui sont à étudier au cas par cas et chaque chef d'établissement peut se tourner vers son organisation professionnelle, voire éventuellement vers les services du collège employeur de la FNOGEC et de nos partenaires pour répondre plus précisément. Est-ce qu'on accorde les points de formation? Est-ce qu'il y a effectivement une évolution dans la structure? Mais la situation n'est pas simple, notamment quand un certain nombre de personnels attendaient cette reconnaissance officielle pour un éventuel transfert ou changement d'employeur. Comment gérer les demandes de départ en formation pour les CQP suite au communiqué? Eh bien, même chose, pas de problème pour l'entrée en formation, l'entretien préalable justement pour les engagements réciproques qui permettra à la personne de savoir comment elle se positionne, pouvoir partir vers la en formation. Et pour les questions de financement, je vais laisser Aurélie traiter le sujet compte tenu de ses compétences sur le domaine. Merci Bertrand, donc bonjour à tous. En ce qui concerne le financement des CQP, donc en fait on revient toujours à l'utilisation, si possible, par le salarié de son compte personnel de formation. Donc les salariés, depuis l'époque du DIF jusqu'au transfert du CPF, ont encore des heures. Ces heures ont été monétarisées avec la loi de 2018, mais il convient tout de même de mobiliser ces montants forfaitaires pour pouvoir s'inscrire dans la démarche CQP. Donc là, il y a un élément à communiquer donc jusqu'à fin novembre avec Opcalia pour les inscriptions, et après, en fait, ça sera directement via l'application du gouvernement qui va mettre en place en fait une appli pour s'inscrire sur le compte personnel de formation. Sur le financement, donc on va utiliser l'enveloppe monétaire CPF du salarié, et en complément, il va y avoir la possibilité d'avoir un abondement sur l'enveloppe capital compétences qui va venir compléter en fait le financement. Pour l'instant, en ce qui concerne d'autres dispositifs de financement au-delà en fait du plan de développement de compétences pour les moins de 50, il n'y a pas encore la possibilité d'actionner le dispositif PROA, puisque en fait c'est un décret, non, c'est une ordonnance coquille du mois d'août 2019 a mis une condition qui est que les branches doivent inscrire sur leur accord de branche les formations prioritaires. Donc là, on est un peu dans une délicatesse pour pouvoir inscrire nos CQP comme action prioritaire. Donc pour l'instant, la PROA, on ne pourra pas totalement mobiliser ce dispositif et on reviendra vers vous quand ça sera possible. Par contre, il y a une ligne budgétaire qui peut être mobilisée sans doute dans les mois à venir. Là, on vous en dira plus, notamment sur le financement du titre et des futurs CQP par le biais de capital compétences conventionnel. On reviendra sur des questions liées à la formation, puisqu'il y en a 4 ou 5. Juste, je vois une question qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Il y a une question sur l'impact de la remise en cause de l'arrêté de représentativité sur le fonctionnement du CSE et de la présence des délégués syndicaux au sein du CSE. Donc là on avait en partie répondu à la question dans le communiqué que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez le télécharger à nouveau dans le PowerPoint de rentrée dans la diapo 6. Il n'y a pas d'impact, enfin, l'annulation de l'arrêté de représentativité n'a pas d'impact sur le fonctionnement du CSE en tant que tel, pour la négociation des protocoles d'accords préélectoraux, on va y revenir tout à l'heure, et pour le fonctionnement en tant que tel du CSE. Donc pas de souci, on continue comme avant. Deuxième thématique, peut-être en lien avec une des premières, et notamment sur les formations, une thématique autour de ce qu'on a appelé des questions récurrentes relatives à l'application de la convention collective au PNL. Il y a beaucoup de questions sur la valorisation des formations, les 25 points, la notion d'engagement réciproque, etc. Donc Alexandre Chrétien va faire
un point sur ces sujets-là. Il y a des questions autour notamment d'Alexandre sur les régularisations des formations non valorisées sur la période quinquennale, et peut-être une petite articulation avec les entretiens pro, comme ça, ce qui nous permettra peut-être de faire le pont avec le sujet formation. Oui, donc sur la valorisation, ce sont des questions récurrentes, donc on souhaitait faire un point avec vous aujourd'hui. Donc il y avait une question sur la nature de la formation. Est-ce que c'était la nature de l'action de formation qui conditionnait la valorisation ou pas de cette action de formation? Donc depuis 2015, peu importe la nature de l'action de formation, donc que ce soit une action de formation d'adaptation, de développement des compétences, aucune durée minimale n'est prévue dans la convention, aucune typologie de formation n'est isolée. Le chef d'établissement et le salarié sont libres de déterminer les actions donnant lieu à valorisation. Donc ce sont ces derniers qui qualifient l'action de formation comme telle et qui déterminent la valorisation qui en résulte. Il y a toutefois une règle en matière de valorisation de formation, c'est que vous devez valoriser une action de formation tous les 5 ans. Donc ça, c'est la règle qui est prévue dans la convention collective. Une valorisation qui résulte d'une négociation entre l'employeur et le salarié préalablement au départ en formation via une formalisation dans le cadre des engagements réciproques. Et les éléments de valorisation sont libres, c'est-à-dire que ce sont les parties qui déterminent. Donc on peut convenir sur tout type d'éléments, une augmentation du temps de travail, de nouvelles fonctions, une évolution du poste en fonction du besoin identifié. Et ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties qu'il y a l'application de 25 points. Donc ça, ce sont les règles qui existent dans la convention collective. Alors on a des questions effectivement sur les questions d'actions de formation qui ont eu lieu et qui n'ont pas donné lieu à valorisation, donc avec des salariés qui parfois demandent des régularisations en la matière. Donc là, on est vraiment dans le cas où les dispositions conventionnelles n'ont pas été appliquées. Donc on n'a pas eu d'engagement réciproque préalablement au départ en formation, prévoyant les conséquences du départ en formation. Donc dans ce cadre-là, dans la mesure où ça n'a pas été travaillé en amont et si aucune formation n'a donné lieu à valorisation, eh bien effectivement, les salariés auraient droit à une valorisation de cette action de formation. Et à défaut d'éléments négociés, il sera difficile de ne pas accorder les 25 points aux salariés sur ce sujet. Il sera difficile effectivement de nous retrancher derrière des positions alors même qu'on n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles. Donc, on est pas mal sollicité sur ce type de problématique. Je rebondis sur les notions de formation, des départs et d'organisation des départs en formation. Nous avons quelques questions autour du financement, des modalités de départ, notamment pour les actions collectives. Donc ça, je laisserai Aurélie en parler. Sur le financement, une question a été posée pour les établissements de 50 salariés et plus. Comment récupérer une partie des sommes versées à Opcalia en matière de formation professionnelle. Comme l'a rappelé tout à l'heure Aurélie, les formations sont finançables essentiellement maintenant sur le CPF par la PROA avec les conditions que vous évoquiez. Pour les entreprises de plus de 50, le plan de formation qui se réduit à une cotisation de 0,10% de masse salariale pour cette année. Pour l'année prochaine, 0,725%, je parle de la masse salariale, mais il n'y a pas de plan de formation en tant que tel pour les entreprises de plus de 50. Donc, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de budget en tant que tel pour les entreprises de plus de 50, et ce n'est que par le CPF, donc les formations certifiantes ou reconnues comme telles, ou la PROA qu'on peut bénéficier de financement, puisque là, là, je vous invite à revoir le webinaire qu'on avait organisé au mois de juin dernier. Il y en avait un autre l'année précédente présenté par Aurélie. Donc, tout est dans ces documents-là. Le PowerPoint de rentrée est assez éclairant sur le sujet. Donc, seule modalité, pour financer des actions de courte durée, non certifiantes, ce sont les actions collectives et les actions en réseau, tel que c'est présenté dans le PowerPoint. Mais peut-être que Aurélie peut revenir sur les notions d'action collective et les modalités simplifiées de départ en formation, action collective et action en réseau. D'accord. Donc sur les actions collectives d'Opcalia, donc en fait on est parti depuis 2015 sur la création d'un catalogue spécifique enseignement privé qui vient compléter en fait le catalogue d'Opcalia qui propose en fait des formations transverses
accessible en fait à tous les salariés. Donc la branche a choisi depuis 2015 de vraiment s'investir dans le choix d'actions cœur de métier pour les établissements de la branche. À ce jour, il y a 27 actions collectives. Pour accéder au catalogue, donc avant on avait l'habitude, c'est vrai, de recevoir le catalogue papier d'Opcalia, mais depuis 3 ans en fait le catalogue est exclusivement accessible de façon numérique sur l'espace formation d'Opcalia. Et il y a un onglet qui est spécifique pour les établissements scolaires. Vous allez pouvoir avoir accès avec un filtre à toutes les actions de formation disponibles et qui sont cœur de métier pour nos établissements et des actions validées et choisies par les partenaires sociaux de la branche et qui correspondent à nos attentes. Donc pour se connecter sur l'espace formation, donc on rentre espace formation sur le moteur de recherche et on arrive sur le catalogue. Les inscriptions se font directement en ligne. Il y a vraiment une décharge administrative qui est importante puisque tout se passe en ligne en quelques clics. Au niveau des budgets formation, donc c'est complètement transparent pour les établissements de moins de 50 salariés puisque c'est pris en charge sur les fonds spécifiques de la branche. Et pour les plus de 50, la branche a négocié pour les établissements qui cotisent Capital Compétences, qui est la contribution conventionnelle de la branche, une enveloppe de 2 000 € pour pouvoir accéder à Espace Formation et disposer de 2 000 € pour actionner des départs en formation sur des thématiques qui vont de la professionnalisation des ASEM, par exemple, à la gestion de la comptabilité analytique, mais aussi sur des thématiques qui fonctionnent très bien depuis le début du catalogue des actions collectives, comme le décrochage scolaire, etc. Donc je vous invite vraiment à vous connecter sur Espace Formation pour consulter les programmes de formation et pouvoir inscrire en fait les salariés sur un départ simplifié avec, comme je l'ai dit, la possibilité d'inscrire directement les salariés en ligne sans passer par Opcabox. Donc ça, c'est un premier dispositif, donc le dispositif des actions collectives. Et il y a un autre dispositif qui est intimement lié en fait à la démarche des partenaires sociaux de privilégier en fait des actions en réseau et qui s'appelle actions en réseau. Donc c'est à partir de 2 établissements et là en fait ça fonctionne sur des thématiques spécifiques d'actions de formation en lien avec des établissements et inscrits sur un territoire donné. Donc là aussi, pareil, une simplification administrative puisque vous nous faites remonter vos besoins en formation. Il faut être minimum 2 établissements pour pouvoir bénéficier de l'action. Les thématiques sont ouvertes et larges puisqu'en fait, l'objectif, c'est de répondre à vos besoins de formation sur les territoires. Et donc voilà, il y a une démarche simplifiée au niveau administratif puisqu'en fait, vous n'avez pas de dossier de prise en charge à faire. Il faut juste nous contacter donc au sein du collège employeur, donc directement à mon adresse mail ou alors faire passer vos demandes par les UDOGEC qui pourront être moteurs aussi pour vous expliquer la démarche. Donc il y a un programme de formation qui sera demandé, une convention pour l'intégralité des participants et après nous on prend en charge sur la contribution conventionnelle les coûts pédagogiques. On ne prend pas en charge les frais annexes puisque les frais annexes, on estime qu'il y en a peu ou pas puisque les actions sont organisées directement dans nos établissements avec un organisme de formation architecte. Et là, il n'y a pas de montant spécifique, c'est vraiment on accorde les dossiers au cas par cas, au regard de la demande, en ayant quand même une fourchette de coûts pédagogiques entre 18 et 25 € de l'heure à peu près. Voilà. Très bien, merci. Je vois que le temps passe et la régie nous pousse à accélérer un petit peu. Nous avions 5 ou 6 questions sur les entretiens professionnels puisqu'on a un rendez-vous pour les salariés présents au 14 mars, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 14. Merci, 14 mars 2014. Et donc avant le 14 mars 2020, un entretien professionnel avec un bilan sexennal doit être organisé et donc il y a un certain nombre d'informations qui doivent être intégrées dans ce bilan-là. Alors, bonne nouvelle, c'est que le EasyRH a développé un module de gestion de compétences qui sera mis à disposition dans les jours qui arrivent pour gérer les entretiens professionnels, donc vous aurez cette capacité de gérer. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Beaucoup de questions sont portées sur la sanction en cas de non-respect des obligations de l'employeur au cours des 6 dernières années.
et donc ce qui doit être traité dans le bilan sexennal. Comme il est indiqué dans le PowerPoint de rentrée, la sanction a été modifiée par la loi du 5 septembre 2018, puis par l'ordonnance coquille, la bien nommée du mois d'août 2019, et il y a un décret du 11 octobre 2019 qui est paru, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. La sanction ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Salariés de droit privé, évidemment, puisqu'on ne fait pas masse d'effectifs enseignants pour ces sujets-là, seul pour, ça on va en reparler tout à l'heure, on fait masse des enseignants que pour la gestion de la représentation du personnel. Donc la sanction ne porte que pour les entreprises de plus de 50 qui n'auraient pas fait bénéficier aux salariés d'un entretien professionnel tous les 2 ans et qui n'auraient pas fait suivre, pardonnez-moi, une formation non obligatoire aux salariés concernés. Et cette sanction, effectivement, est un abondement dit correctif de 3 000 €, comme vous voyez à l'écran, qui sera versé à terme à la Caisse des dépôts et consignations, et en mesure transitoire, a priori, c'est l'OPCO qui devrait être compétent pendant quelques mois encore. Donc, plus de 50, pas de formation, donc les logiques de sanctions sont simplifiées, hein, puisque souvenons-nous, avant la loi 2018, il fallait respecter 2 critères sur 3 qui sont listés par l'article L6315-1 du Code du travail, mais ça, tous ces éléments-là vous seront donnés dans le document qui vous sera adressé la semaine prochaine. Aurélie, est-ce que... Non, très bien. Pour avancer un peu, on avait une question autour des prises en charge des repas des salariés des OGEC, mais la question est un peu générale pour être traitée aujourd'hui. Donc, on prendra contact avec la personne qui nous l'a posée pour avoir un peu plus de détails et en faire partager au présent. On va peut-être passer sur des questions autour de la prévoyance et on finira peut-être sur le CSE et d'autres questions générales. Donc là, on va laisser la parole à Dorothée Bernard. Beaucoup d'inquiétudes, Dorothée, sur la dématérialisation des bulletins de paye des enseignants et donc savoir comment on va pouvoir déclarer et payer la cotisation de prévoyance des enseignants. Donc, nous avons prévenu les assureurs pour qu'ils envoient aux établissements un bordereau d'appel à cotisation papier pour que les établissements puissent payer par chèque. Donc, les cotisations du premier trimestre 2019 sont appelées sur les mêmes bases que le trimestre précédent. Donc, il s'agit d'une procédure transitoire, le temps que les rectorats nous envoient les masses salariales enseignants de chaque établissement. Donc, nous n'aurons pas les bulletins de paye des enseignants, nous aurons une donnée globale par établissement. Ces données seront intégrées dans EasyRH et EasyRH permettra pour chaque établissement le calcul de sa cotisation prévoyance, également le paiement de la cotisation prévoyance et l'émission d'un quitus de cotisation CRG-CRDS que vous pourrez transmettre à l'inspecteur en cas de contrôle URSSAF. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de date fixée concernant la réception des données des rectorats, mais une fois que ces données seront reçues, la procédure dans les IRH sera opérationnelle très rapidement. On a une question complémentaire à celle-ci, qui est l'acquittement du forfait social. La prévoyance intègre l'assiette de CSG-CRDS et pour les établissements de plus de 10 salariés intègre le calcul du forfait social. Donc on a été sensibilisé à cette question évidemment. Aujourd'hui, rien ne change à vos pratiques de déclaration. On fait le tour des pop-up et des bonnes pratiques de déclaration via la DSN pour l'acquittement de ce forfait social. Donc il y a des pratiques un peu variables avec des paiements par trimestre ou par année avec le fameux, nous avons appris, on n'est pas spécialiste de la paye, mais le fameux CTP 479 avec une déclaration annuelle, souvent en janvier. Donc merci notamment à Sandrine Normandie de nous avoir adressé tous ces éléments-là. Donc
on est en train de caler tout ça, comme vous l'a dit Dorothée, et avec le SGEC, on vous adressera une note générale plutôt politique et organisationnelle, accompagnée d'une note technique de mise en place après consultation des spécialistes de paye du réseau et une vision des éditeurs de paye. Voilà, je suis un peu perdu dans mes papiers et dans le déroulé. On avait une question sur l'application de la convention collective. Pour revenir à cela, Alexandre, sur les avantages dans toutes les sections, on a pas mal de questions. L'environnement est un peu particulier sur le bénéfice d'avantages par des salariés relevant d'une section et revendiquant d'autres sections. Et on nous dit aussi que parfois il y a des enseignants, agents publics qui revendiquent le bénéfice de certaines primes en visant une prime de Noël, par exemple. Oui, important de le rappeler, tant qu'un texte d'harmonisation n'a pas été adopté, tous les salariés, quelle que soit sa date d'embauche, bénéficient des dispositions de la section dont ils relèvent. On l'a détaillé dans le guide d'application de la convention collective. Ils ne peuvent donc pas revendiquer un avantage issu d'une disposition conventionnelle dont ils sont exclus. Donc ça vaut pour les salariés des différentes sections, selon leur section de rattachement, mais également pour des personnes qui n'ont pas le statut de salarié. Là, bien évidemment, ils ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles. Il s'agit notamment des enseignants, agents publics et également des AESH qui ont un statut particulier, qui ne sont pas salariés de la structure. Donc on est de plus en plus questionné sur le sujet. C'est assez clair, c'est rappelé dans les textes et dans le guide. Chaque salarié bénéficie des avantages propres à sa section. Il n'y a pas d'extension des avantages des sections différentes. Avant d'attaquer les questions relatives au CSE, et puis on a d'autres questions sur la prime Macron, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne entreprise, je souhaiterais revenir sur une question posée sur la valorisation en points, sur la formation. Donc il y a eu des situations où, dans le cas des engagements réciproques, il y avait une valorisation qui avait été identifiée. On nous parle d'un montant de points qui est inférieur à 25 points. Donc là, Alexandre vous en a parlé, c'est-à-dire que je vous laisse redire ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi pas, moi, mon propos des 25 points portait vraiment sur le défaut de valorisation, c'est-à-dire là où les textes n'avaient pas été appliqués. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout peut être envisagé lors des engagements réciproques. Donc on peut convenir du nombre de points que l'on veut, en fait, en accord avec le salarié. C'est s'il n'y a pas d'accord, il y a les 25 points. Les 25 points, c'est vraiment la voiture balai, si je peux m'exprimer ainsi. On vous renverra peut-être un lien, vous l'avez oublié, et c'est vrai que les documents s'enchaînent d'année en année. Le guide d'application millésimé de 2017, lors de la dernière grosse révision de la convention collective, reprenait tous ces éléments-là. On avait fait 2 ou 3 pages, et le PowerPoint de rentrée 2017 était assez dense sur le propos. Donc on vous renverra tous ces éléments-là qui ont été traités à l'époque. Mais c'est vrai que le fait que les entretiens professionnels arrivent, le bilan sectionnel arrivant à grands pas, les questions redeviennent d'une grosse actualité. Une autre question, on a parlé de prévoyance, Dorothée, l'évolution de prévoyance pour 2020. Est-ce qu'on a une vision du montant des taux? Dorothée me fait gros yeux, elle ne souhaite pas traiter les questions. On n'a pas de vision. La question de la suspension des commissions paritaires entraîne des difficultés de fixation des taux. Donc, comme on l'indiquait dans le PowerPoint, sans doute qu'il y aura un maintien de taux pour l'année prochaine. Et si jamais il y a une possibilité d'évolution du taux, de toute façon, il sera réduit avec une évolution à 0,05 ou 0,0. Voilà, dans l'épaisseur du trait, notamment pour les enseignants, mais on n'a pas encore de décision possible sur ce sujet-là. Donc on verra d'ici 15 jours ou 3 semaines si ça se débloque, mais comme ça, à titre très personnel, on a du mal à imaginer que les conditions tarifaires évoluent en matière de prévoyance. Par contre, pour la santé, les choses peuvent être un peu différentes, Dorothée. Oui, par contre, pour la santé, donc l'accord prévoit une évolution des cotisations en fonction du PMSSS chaque année, donc du plafond mensuel de la sécurité sociale.
qui, pour 2020, augmente de 1,4%. Également, l'accord prévoit une évolution des cotisations en fonction des évolutions législatives. Donc, à partir du 1er janvier 2020, les cotisations vont augmenter de 2,5%. Donc, la cotisation globale socle sera à 39,50 contre 38,50 aujourd'hui. On vous enverra tous ces éléments d'ici quelques, enfin sans doute la semaine prochaine. Donc on a un petit calage et des problèmes d'arrondi comme chaque année. Donc on devrait vous aurez une information assez rapidement. On va attaquer un sujet relatif autour de la prime Macron. On a pas mal de sujets sur la question et l'épargne d'entreprise. Effectivement, certains d'entre vous lisent attentivement la presse générale et la presse spécialisée. Il y a un lien fort entre le bénéfice de la prime Macron, nouvelle version, enfin une prime exonérée de charges sociales, on va pas identifier et personnaliser la prime, et exonérée fiscalement, suite à l'adoption de la loi Pacte, qui est une loi qui vise à développer l'intéressement et l'épargne salariale en la simplifiant. Enfin, on n'a pas encore compris les modalités de simplification. En tout cas, de donner un coup de pouce au versement, enfin au développement de l'épargne salariale en France. Et le Premier ministre avait annoncé que le bénéfice des exonérations liées au versement de la prime était lié à l'existence d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'intéressement dans l'entreprise. Donc on était resté là. Dans le cadre de la discussion parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en commission sociale, donc pour l'instant ce n'est pas dans un débat public et ça n'a pas été voté, ou alors j'ai mal suivi les travaux parlementaires. En tout cas, il y a un amendement qui exclut du dispositif les associations. C'est-à-dire que les associations que nous sommes pourraient verser la prime Macron en exonération de charges, bien qu'elle n'ait pas mis en place un dispositif d'intéressement. Donc voilà, je me permets de lire l'introduction de l'amendement. En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n'ont pas pour objectif d'engranger des bénéfices ou d'améliorer leurs résultats ou leurs performances, contrairement aux entreprises. Or, l'accord d'intéressement est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats et aux performances de l'entreprise, comme le définit le site servicepublic.fr. Curieux que les parlementaires renvoient au servicepublic.fr, mais pourquoi pas. Donc, effectivement, ça fait partie des obligations de négociation que nous avons dans le cadre de la fusion des conventions collectives. Les notions de performance, les notions de partage équitable de richesse ont une résonance tellement particulière dans les associations que dans le cadre de la négociation, on souhaitait traiter de ce sujet de manière introductive pour bien voir ce que c'était que cette partage de richesse dans notre secteur. Je ne sais pas si Bertrand nous entend bien et s'il souhaite rebondir sur ce propos en tant que négociateur. Alors, je vous entends très très bien. Aucun problème. Et effectivement, c'est un des chantiers sur lequel nous devons travailler dans les mois à venir, en espérant pouvoir reprendre le travail paritaire. Mais les chantiers sont extrêmement nombreux d'ici 2021 pour pouvoir aboutir à l'harmonisation des conventions collectives. Donc, dans quel délai, malheureusement, il est impossible d'y répondre actuellement. Il faudra encore attendre la sortie des textes définitifs concernant justement la prise en compte des associations dans le cadre de cette politique de répartition du fruit de nos activités. Très bien, merci. Il nous reste 10 minutes pour traiter un certain nombre de sujets. On va laisser la parole à Alexandre Chrétien pour faire un point sur le CSE, Alexandre. Alors, on a des questions autour de la mise en place du CSE, la date de mise en place, le 1er janvier 2020, sur le calcul de l'effectif, comment on prend les enseignants, les salariés mis à disposition, les enseignants ayant plusieurs lieux d'activité ou d'exercice d'activité. Et nous avons des questions aussi relatives, pardon pour le bruit, sur les heures de délégation, ainsi que le budget de fonctionnement du CSE. Oui,
Donc, pas mal de questions. Donc, je vais essayer de faire court pour chaque question pour qu'on ait le temps de les traiter. Donc, sur la date de mise en place du CSE, pas de report possible. En principe, toute entreprise qui est dotée de l'effectif nécessaire, donc 11 équivalents temps plein sur 12 mois consécutifs, enseignants compris dans notre secteur d'activité, c'est la particularité, devra être dotée d'un CSE au 1er janvier 2020. Il y avait déjà des mesures transitoires qui étaient prévues. Donc là, la date limite, c'est le 1er janvier 2020. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lancé le processus électoral, on vous invite à le faire assez rapidement, quitte à ce que derrière le CSE soit mis en place en janvier, si vraiment on est dans la dernière ligne droite. Mais en tout cas, il faut vraiment lancer le processus assez rapidement. Sur le calcul d'effectifs, on avait une question sur la prise en compte des enseignants qui ont plusieurs affectations, c'est-à-dire qui exercent au sein de plusieurs établissements. Donc là, dans l'effectif, on les prend en compte par analogie. Il n'y a pas de disposition légale en la matière, par analogie avec les salariés. On les prend comme des salariés employeurs multiples. Donc on prend en compte dans l'effectif au prorata de leur temps dans chaque structure. Pas mal de questionnements sur la présence des suppléants aux réunions du CSE. Donc là, c'est donc peut-on les prévoir dans le règlement intérieur? Peut-on prévoir la présence des suppléants dans le règlement intérieur de l'instance? Donc on rappelle que les ordonnances Macron, depuis les ordonnances Macron, donc les suppléants n'assistent plus aux réunions de l'instance, sauf en l'absence du titulaire. Donc ils interviennent uniquement en remplacement du titulaire. Donc seuls les titulaires sont présents aux réunions. Les règles peuvent bien entendu être aménagées soit par accord collectif ou par règlement intérieur. Si c'est dans le règlement intérieur, il faut bien entendu l'accord de l'employeur. Les représentants du personnel ne peuvent pas imposer à l'employeur des dispositions supplémentaires à celles prévues par la loi. Donc là, on a vraiment l'accord de l'employeur qui est nécessaire. Donc si c'est envisagé, il faut se poser la question de l'objectif et de l'intérêt de maintenir les suppléants dans les instances, sachant que le législateur les a volontairement écartés des réunions lorsque les titulaires sont présents. Nous avons des problématiques autour de donc une question aussi qui est assez régulièrement posée sur la présence des représentants du personnel au conseil d'administration de l'OGEC. Donc on a un article du Code du travail, donc vous aurez les références, on vous donnera les références, qui prévoit que des membres du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Donc l'administration a précisé que ça ne valait que pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, et ainsi que les SARL dotés d'un conseil de surveillance. Et à l'inverse, pour les entreprises qui ne sont pas les associations, ne sont pas assujettis à cette obligation. On rappelle que cette disposition résulte de lois successives concernant le développement de l'actionnariat salarié qui sont, on vient de dire, difficilement transposables dans un secteur associatif. Donc, en conséquence, pour résumer, pas d'obligation d'inviter les représentants du CSE dans les conseils d'administration des OGEC. Avant de parler, il y a des questions sur le budget de fonctionnement et la transmission du budget du CE au CSE. Il y a des questions sur les élections. Que faire si personne ne veut être candidat? Donc là, peut être carence. Et il y a une autre question, donc si vous pouvez traiter les deux en même temps. Si carence de liste au deuxième tour, donc pas de CSE, nous dit-on. Oui, donc effectivement, il peut très bien ne pas y avoir de candidats. Au premier tour, donc on a un monopole syndical, hein, donc c'est les listes syndicales uniquement qui peuvent être présentées. Si en l'absence de candidature au premier tour, on lance l'appel à candidature pour le second tour, et si encore une fois il n'y a aucun candidat, on dresse un procès-verbal de carence, et donc vous avez rempli votre obligation légale. On a une question sur la parité homme-femme. Alors, je ne saisis pas bien la question, donc peut-être qu'il faudra, sauf si Alexandre, vous la comprenez mieux que moi, faut-il compter les enseignants pour la parité homme-femme, la directe se basant sur les effectifs du CSE? Ah oui, dans la mesure donc, où on prend la proportion homme-femme dans les collèges électoraux, dans la mesure où les enseignants composent les collèges électoraux, il faut les prendre en compte pour apprécier la proportion de chaque sexe dans les listes. D'accord. Alors une autre question, une question sur le budget. Donc le budget, que faire du fonds
fonds du CE. Donc là, il y a transmission du budget du CE au CSE. Hein, il y a une reprise d'actifs en gros. Et on avait 4 ou 5 questions. Et la mise en place des CSE, là, depuis quelques mois, entraîne une recrudescence des questions autour du budget de fonctionnement. Et on nous demande si le budget de fonctionnement du CSE, 0,2% de masse salariale, intègre la masse salariale des enseignants. Écoutez, la réponse juridique est très, très simple. C'est-à-dire que le Code de l'éducation est très clair sur le sujet. L'article 442-5 est très clair. Les rémunérations versées par l'État aux enseignants intègrent le budget de fonctionnement. Donc, je vous invite à vous y reporter. Donc, il vise l'article L2325-43. Hein, d'ailleurs, cet article a été recodifié en intégrant les nouveaux articles du Code du travail qui n'avaient pas été modifiés depuis 2008. Donc, donc les 0,2% intègrent, l'assiette de calcul, c'est bien les salaires des enseignants et les salaires des salariés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut fermer la porte et faire que du droit. Maintenant, en pratique, la question va être posée de manière sur l'opportunité de verser une telle somme. Je suis désolé, je sors un peu de logique juridique, mais la question est quand même doit être traitée avec un prisme un peu différent de celui du droit, à mon sens. D'une part, est-ce que l'évolution doit se faire obligatoirement? On a plutôt tendance à traiter le sujet quand on nous pose la question. Si la question n'est pas posée, on ne la traite pas. Et lorsqu'elle est posée, moi j'aurais tendance à rebondir en demandant à quoi ça sert. On sait que les budgets de fonctionnement sont rarement utilisés dans les CSE. Désolé d'être aussi direct que cela, et donc augmenter de 3 fois un budget de fonctionnement qui n'arrive pas à être épuisé dans sa dotation annuelle, puisqu'il y a souvent du report à nouveau, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait du reliquat du budget de fonctionnement non consommé dans le cadre de la mise en place du CSE. Donc je crois qu'il faut quand même se poser la question de l'opportunité et du quoi faire de ce budget-là. Parce qu'effectivement, si c'est, pour être très direct, et je m'en excuse, mais si c'est uniquement pour appauvrir l'OGEC que de verser une somme qui sera déposée sur un compte en banque et produira peut-être des intérêts, ça risque d'être incohérent avec ce qu'on imagine être un dialogue social. Donc voilà, j'ai conscience que c'est une non-réponse que je suis en train de faire, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce budget de fonctionnement? À quoi il sert? S'il ne sert à rien, à quoi bon le verser? Est-ce que ces sommes-là ne peuvent pas être utilisées à autre chose? Et puis, écoutez, ça c'est des sujets tellement particuliers qu'il conviendra peut-être d'un accompagnement spécifique. Et on sait que dans l'ensemble des obligations de dépenses que nous avons en droit du travail, la vision du juge a un peu évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction en la matière. Sanction il y aurait si le CSE prouve qu'il y a un véritable préjudice dans le non-versement de ces sommes, dans son montant, et donc ça sera à lui de prouver en quoi il a failli dans ses missions en raison du non-versement d'une somme équivalente, calculée sur la masse salariale intégrant celle des enseignants. Voilà, je ne peux pas être beaucoup plus clair sur le sujet. On a 5 minutes, mais merci. On a des questions, Alexandre. Quelles sont les étapes à respecter pour modifier le règlement intérieur des personnels OGEC? Donc là, on sort du CSE. Et donc, il s'agit du règlement intérieur pour les juste avant, donc tout à l'heure, ma réponse sur la parité ne valait que pour les listes électorales. Hein, c'est pas sur l'égalité professionnelle au sens du Code du travail avec les obligations de négociation, voire l'index égalité homme-femme. Hein, parce que je crois que la question était posée en ce sens-là. Ça dépassait le cadre du CSE. Ah, c'est l'obligation. Voilà, c'est autre chose. Hein. Moi, c'était uniquement sur la question de la parité dans les listes électorales. D'accord. C'était pas sur les autres sujets où là, effectivement, on prend pas en compte les enseignants pour apprécier l'égalité professionnelle.
Donc ça va être des questions qu'on va traiter tout au long de l'année. La circulaire n'est pas encore sortie. Il y a le ministère du Travail a présenté hier au CSE, au Conseil économique et social, une nouvelle calculette pour le calcul, pour l'index égalité femmes-hommes pour les entreprises de moins de 50. Alors on ne l'a pas encore, mais comme on l'indiquait dans le PowerPoint, on essaiera de vous sortir des éléments clés sur le sujet. Donc le règlement intérieur, pour venir, donc le règlement intérieur des personnels de Logec. Donc si l'employeur souhaite modifier le règlement intérieur, donc c'est les mêmes formalités que pour la mise en place du règlement intérieur. Donc consultation du CSE s'il existe, information du personnel par tout moyen, dépôt au greffe du Conseil de prud'homme et communication à l'inspecteur du travail. Donc ça, ce sera des formalités, des procédures que vous retrouverez dans les prochaines mises à jour d'EasyRH qui intégrera la fonctionnalité rédiger et modifier le règlement intérieur. Nous avons des questions sur on a une question un peu, j'aime bien les rédactions. Pour un OGEC de X salariés, est-ce qu'un professeur élu délégué du personnel, donc payé par l'Éducation nationale, peut réclamer une prime de Noël pour le personnel OGEC dans le cadre du NAO? Alors les gens peuvent effectivement demander tout ce qu'ils souhaitent. Après, c'est délégué du personnel, ça on n'en a pas parlé, mais chaque IRP a sa mission, et c'est pas au délégué du personnel de revendiquer des droits nouveaux. Ils sont là pour réclamer l'application des droits. Après, chacun fait ce qu'il estime être bon, mais c'est pas dans le CSE ou dans les anciens DP qu'on traite cette question qui est plutôt liée à la négociation. On a une question autour des réductions de filions, peut-être finir sur ce sujet-là, faire un point sur les contentieux, les montants, les modalités d'accompagnement et peut-être rebondir sur les délégations. Oui, donc on observe de plus en plus de redressement sur le sujet de la réduction générale des cotisations appliquées à l'indemnité de direction des chefs d'établissement. On a à peu près, comme indiqué sur le PowerPoint de rentrée, plus de 140 dossiers de redressement en la matière. Donc l'URSSAF conteste le mode de calcul opéré par les OGEC qui appliquent donc la réduction générale à taux plein, pour faire simple, en application d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale, en raison du fait que les chefs d'établissement sont des cadres dirigeants, donc on ne peut pas appréhender leur temps de travail. Pour l'URSSAF, on peut appréhender le temps de travail d'un chef d'établissement au regard du nombre de décharges. Donc là, il y a vraiment une incompréhension de la part de l'URSSAF sur la mission d'un chef d'établissement et son rôle et son statut au sein des établissements catholiques d'enseignement. Le chef d'établissement, le temps de travail du chef d'établissement ne peut pas se résumer à la décharge d'enseignement, puisqu'il a une mission ecclésiale et pastorale, il participe à l'animation statutaire de l'OGEC et il a une responsabilité d'employeur par délégation du conseil d'administration de l'OGEC. Et il est en tout état de cause cadre dirigeant. Donc son temps de travail ne peut se limiter à la décharge. Donc on invite, et donc c'est d'une position partagée entre le secrétariat général de l'enseignement catholique et le collège employeur, à contester les redressements sur le sujet et ne pas hésiter à solliciter aux USDOGEC ou au PCE ou directement la FNOGEC sur ces dossiers. On pourra vous accompagner dans la rédaction des argumentaires en fonction des cas. Cette question, je me le permets, renvoie également au rappel des délégations qui sont à accorder, qui doivent être officialisées, de façon à ce que les choses soient bien claires aussi entre l'OGEC, le chef d'établissement, qui est le manager direct, le représentant auprès des structures, auprès des personnels. Il faut vraiment que vous reveniez chacun sur les anciens diaporamas qui avaient été faits, y compris sur le diaporama de rentrée qui reprend cette notion de délégation accordée aux uns et aux autres. Et je rends la parole à Jean-René pour la conclusion. Mais merci Bertrand, et merci de ce rappel effectivement de cohérence. Difficile de bénéficier d'une réduction de filion en mettant en avant la notion de cadre dirigeant et de ne pas en prendre la pleine mesure de cette nature et de ce statut.
Donc, merci pour la cohérence et la congruence entre le dire et le faire dans la fécondité, puisqu'il était nécessaire de terminer sur ce sujet-là. J'espère qu'on n'a pas manqué de cohérence. L'exercice était un peu compliqué. Merci beaucoup à Aurélie pour ses éclairages en matière de formation. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci à Dorothée Bernard pour ses éclairages en matière de protection sociale complémentaire. Merci beaucoup. Et merci à Alexandre pour ses éclairages divers et variés, comme d'habitude. Et merci à Bertrand pour ses interventions et son enthousiasme que vous avez pu remarquer encore une fois aujourd'hui. Merci à tous.